Lacan, nous et le réel, 79e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Bon, aujourd'hui, je vais m'attaquer à quelque chose qui n'est pas facile. C'est pas facile parce que nous imaginons toujours plus ou moins avoir compris ce dont il s'agit, surtout quand le terme passe dans le langage courant. Mais en fait, il s'agit de quelque chose qui est en rapport très étroit avec ce que j'ai essayé de cerner, d'aborder, c'est-à-dire de rester sur cette fonction de bord en ce qui concerne bien sûr das Ding, la chose, et ce qui est intimement lié à das Ding, c'est bien sûr le concept freudien de Sublimierung, à savoir la sublimation. Là, nous touchons quelque chose de très subtil. Parce que pour essayer d'aborder ce concept, vous vous souvenez de cette notion de concept Begriff, là, d'en saisir quelque chose, de ne pas s'en sortir comme ça, juste avec un imaginaire, mais essayer d'y attraper un petit bout de réel. Donc, revenons un petit peu sur cette petite phénoménologie où s'installe donc non seulement le rapport du sujet à das Ding, mais immédiatement, en quelque sorte, comme si les moments étaient... Je ne sais pas dans quel sens, vraiment, je n'ai pas encore découvert comment, dans quelle hiérarchie ça s'articule, mais on va peut-être essayer de le découvrir ensemble. Donc, vous vous souvenez, ce moment inaugural qu'on peut appeler, puisque c'était l'objet, disons, d'une recherche dans le but d'amener quelque chose du texte freudien qui soit vérifiable et qui fasse autorité dans ce qu'il a effectivement écrit et de ce qu'il veut effectivement dire, donc qui traduit vraiment dans son propos la forme même de sa pensée. Donc, nous avons ce moment où l'enfant se trouve expulsé du corps de la mère et donc mis en face de ce corps, en quelque sorte. C'est bien sûr toute la tradition picturale de la Vierge de l'enfant. Et ce moment inaugural où l'enfant est privé de corps, puisque, je ne le dirai jamais assez, le corps de la mère n'est pas le corps de la mère, c'est son propre corps qui lui a été ôté. Et donc, par ce mouvement-là, il y a immédiatement, c'est là où je dis que je ne sais pas ce qui prévaut, parce que vous savez que dans la temporalité entre le symbolique et le réel, évidemment, il y a toujours un premier moment, un début, mais on voit que le début, ou le commencement, qu'on peut entendre comme on se ment, c'est qu'on est toujours déjà dans le symbolique. Or, le symbolique appelle, mais sous la forme d'un Nachtrag, quelque chose qui se sera passé avant. Donc, il y a le numéro 1, on est déjà dans le symbolique, mais il aura fallu qu'il y ait un numéro 0 auparavant. Et donc, il y a toujours cette dimension temporelle qu'on retrouve, bien sûr, dans le travail du signifiant, avec le vide et le plein. Il faut de la matière pour créer un pot, mais c'est le vide lui-même qui donne sa forme au pot, de telle manière que le travail de la matière ne fait que révéler un vide déjà là, et que le travail sur le signifiant va consister à
élargir, agrandir ce vide pour essayer de trouver quelle est la position du sujet et qu'est-ce qu'il a à voir, qu'est-ce qu'il a à faire avec ce vide. Nous verrons tout à l'heure que le vide est une des représentations possibles de la chose qui n'est pas représentable. Donc, comme la chose n'est pas représentable, on la représente par un vide. Hein. Et seulement les mots, c'est-à-dire le fait que nous soyons immergés dans le registre symbolique, nous permettent de faire la différence entre les choses avec un C minuscule et la chose avec un C majuscule, qui est ce fameux Das Ding. Donc, Das Ding, on l'a vu, c'est impossible de parler même de sujet sans prendre en compte, justement, cette chose, ce Das Ding, puisque le sujet va être directement référent de Das Ding. Puisque Das Ding va déterminer les possibilités et les coordonnées du désir pour le sujet. Puisque, on l'a vu, une des occurrences de Das Ding, c'est le corps de la mère. C'est l'occurrence kleinienne, on peut dire, de Mélanie Klein. Et donc, que ce soit Das Ding, c'est parce que il y a une part qui est souhaitable. Hein. Le corps de la mère est quelque chose dont on a envie de se rapprocher, qui nous est porteur de désir pour nous. Mais, en même temps, il y a quelque chose qui nous repousse. Donc il y a cette dualité même à l'intérieur de Das Ding qui n'est pas sans évoquer le fameux texte de Kant sur le beau et le sublime. Quand Kant présente les moments qui sont ceux de notre sensibilité, il va articuler le beau et le sublime de telle manière que le sublime, c'est ce qui va nous toucher de façon à ce que nous soyons fascinés par une sorte de beauté qui se mêle à une horreur presque sacrée. Et donc, on voit que le sublime, pour Kant en tout cas, c'est la conclusion de son texte, ne peut pas être abordé sans qu'au préalable ait été conçue cette notion de beau, la beauté. Le sentiment plus délicat que nous allons considérer se divise en deux sortes, le sentiment du beau et celui du sublime. Tous deux nous émeuvent agréablement, mais d'une manière bien différente. L'aspect d'une chaîne de montagnes dont les sommets couverts de neige s'élèvent au-dessus des nues, la description d'un fougueux orage, ou le portrait que nous fait Milton de l'empire des enfers, font naître en nous une satisfaction mêlée d'horreur. Mais la vue d'une prairie tapissée de fleurs, de vallons, où des ruisseaux coulent en serpentant et couverts de troupeaux qui paissent, la description de l'Élysée ou le portrait que nous fait Homère de la ceinture de Vénus nous causent aussi une agréable sensation, mais qui n'a rien de joyeux ou de riant. Pour que la première impression se fasse sur nous précisément avec la force convenable, il faut que nous ayons un sentiment du sublime. Et pour que nous goûtions bien la dernière, il faut que nous ayons un sentiment du beau. Emmanuel Kant. Donc le sublime, c'est quelque chose qui transcende, dépasse et qui fait penser à ce fameux verbe allemand, aufheben, l'Aufhebung, donc qui est un verbe très difficile d'accès pour les Français, parce que dans la langue allemande, il signifie simultanément trois choses, c'est-à-dire le fait de nier, celui de conserver et d'élever à un autre niveau. Donc là, on a cette notion de sublimation que l'on rencontre donc directement au plus proche de Das Ding, puisque c'est par le rapport que le sujet a avec Das Ding dont il ne peut faire que le tour en quelque sorte, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas traverser, ça l'attire et en même temps ça le repousse. On l'a vu que c'est l'origine même de la notion de pulsion, c'est-à-dire tourner autour d'un vide dont il est question. Et la sublimation, là,
est quelque chose qui est présenté par Freud comme le destin même de la pulsion. Il y a un livre de Freud, un texte de Freud qui s'appelle Destin des pulsions. Et la sublimation semble apparaître comme le destin absolu de la pulsion, puisque, contrairement, disons, aux symptômes où il y a un refoulement et où le dire en quoi consiste cette pulsion, je vous rappelle, l'écho dans le corps du fait qu'il y a un dire. Donc la pulsion a quelque chose à voir avec la parole. Et donc cette parole, c'est une parole qui ne peut pas se dire paradoxalement. Et donc de ce fait-là, la pulsion cherche un objet qui ne se trouve pas. Donc n'importe quel objet va venir boucher provisoirement ce qui est de l'ordre d'une excitation souffrante, en quelque sorte, puisque trop d'excitation demande le recours au système de plaisir, donc de baisser, de calmer l'excitation, et les objets ne conviennent pas. Donc, la sublimation, pour Freud, c'est le mode de satisfaction de la pulsion qui offre un dédommagement complet. Et ce dédommagement complet se fait par un déplacement du but et donc une réorientation de la tendance. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que, bien sûr que le symptôme correspond un peu à ça, puisque chaque symptôme va être une parole qui n'arrive pas à se dire autrement que par quelque chose qui est une insertion du symbolique dans le réel, ou alors une pointe du réel à l'intérieur même du symbolique. Et il y a du refoulement, alors que pour Freud, ce phénomène-là qui s'appelle sublimation arrive à offrir au sujet une satisfaction complète. Donc toute l'énergie pulsionnelle. Et on peut dire que là, l'origine même de la puissance de la pulsion, c'est-à-dire son intensité et puis son insistance, elle est liée effectivement à cette histoire sexuelle. Mais, comme j'y insiste et je n'insisterai jamais assez, c'est lié à cette histoire de sexuation, c'est-à-dire de coupure, que l'être se vit comme coupé du sujet, pour le sujet. C'est-à-dire que l'enfant, qui devient sujet à ce moment-là, puisque s'ouvre en lui le mode de compensation imaginaire à partir duquel il va pouvoir reconstruire un corps, la pulsion arrive là. C'est les fameux 4 pulsions, les tribes, donc, dont j'ai déjà fait une présentation, et qui sont donc la pulsion, bien sûr, Geschlechtstrieb, que j'ai appelé pulsion d'espèce, pour la différencier, bien sûr, de, disons, ce qui est récemment admis, c'est qu'on appelle ça une pulsion de genre, mais compte tenu du délire qu'il y a autour du mot genre, avec l'idéologie américaine et toutes ces prétendues justice sociale, etc., qui sont juste une immense erreur théorique par rapport à la lecture de Freud, donc je préfère l'appeler pulsion d'espèce. Pulsion d'espèce, donc, c'est l'enfant se reconnaît comme un humain et il va reconstruire un corps par rapport à ce corps qui est perdu, et ce corps qui est devant lui, c'est le corps de sa mère, mais pas en tant qu'elle est une mère, puisque là, on a les 3 théorie sexuelle infantile, je vous les rappelle, avec celle où donc la mère est dotée d'un phallus, donc non-différenciation sexuelle. L'enfant a le même système psychique que la mère, donc c'est l'origine de la paranoïa, et donc un système psychique pour plusieurs corps. Et la troisième, donc le fameux coït de la scène primordiale, avec un élément
passif et un élément actif, donc une domination et une soumission. Et ces trois théories sexuelles, elles sont là justement pour permettre à l'enfant d'essayer de se situer par rapport à cette question qui est « Woher die Kinder kommen ?» D'où viennent les enfants? Et donc vous avez vu les 2 derniers séminaires, donc il y a quelque chose de l'ordre d'une parole qui se cherche là. C'est une parole qui se cherche, qui cherche son écho, justement la parole qui est, la pulsion qui est cette parole qui fait écho dans le corps, cherche à l'extérieur une parole avec laquelle raisonner. C'est pour ça que la sexualisation des enfants et l'éducation sexuelle et tout est une pure aberration et un crime contre l'humanité, parce que ce n'est pas ça que les enfants cherchent. C'est justement de se situer par rapport à une parole, puisque cette parole-là va venir comme une compensation ultime au rapport sexuel qui est impossible, puisque l'enfant ne peut plus revenir dans le corps de la mère. Vous vous souvenez que, je vous avais dit avec cette histoire de pulsation utérine, quand l'enfant sort, il rentre, il sort, puis à un moment il est sorti et c'est terminé. Et donc là, bien sûr, enfant, fille ou garçon, vont considérer la mère, le corps de la mère, comme objet libidinal. Et donc eux vont être dans une position phallique, fille et garçon. C'est pour ça que la position originelle des bébés, c'est d'être dans une position phallique, et comme par hasard, la position de la fin de l'analyse, c'est d'arriver à se mettre dans une position passive, c'est-à-dire la position féminine pour les deux sexes. Ça, vous vous souvenez, on a expliqué ce que ça voulait dire, c'est-à-dire se mettre dans une position de soumission au signifiant. C'est aussi là où j'ai développé un petit quelque chose sur donc le passage de la religion judaïque à la religion chrétienne et ensuite à l'islam, c'est-à-dire qui veut dire soumission. Donc, il y a là tout un programme, mais qui, à l'origine, contient dans ses premiers moments toute la subtilité et la complexité de ce qui constitue un être humain. Et donc, on peut dire aujourd'hui que la parole, je vous parle tout le temps d'acheminement vers la parole, elle est ce qui sublime justement l'absence de rapport sexuel. Cet idéal ressort à l'impossible d'inscrire la relation sexuelle entre deux corps, sexes différents. C'est par là que se fait l'ouverture, par quoi c'est le monde qui vient à nous faire son partenaire. C'est le corps parlant, en tant qu'il ne peut réussir à se reproduire que grâce à un malentendu sur sa jouissance. Et cela s'est dit qu'il se reproduit grâce à un ratage de ce qu'il veut dire. Car ce qu'il veut dire, comme le dit bien le français, son sang, c'est sa jouissance effective, c'est à la rater, c'est-à-dire à baiser, car c'est justement ça, le fait. La drogue, c'est quand on laisse tout seul, il sublime tout le temps à tour de bras. Il voit la beauté, le bien, son côté le prince, on l'a bien dire qu'il est le prince dont il s'agit, mais ce qui est vrai, c'est que le partenaire de l'autre sexe reste l'autre. C'est donc à la ratée qu'il réussit à être encore reproduit sans rien savoir de ce qui reproduit, notamment ceci est d'enfreindre la chose sensible. Bien sûr, ce n'est qu'un bafouillage, nous ne pouvons pas faire mieux. Il ne sait pas si ce qu'il reproduit, c'est la vie, la mort. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a la parole qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ou est-ce que la parole vient après coup comme compensation de l'absence de rapport sexuel? Je laisse ça à votre méditation.
vous allez voir, c'est pas si difficile que ça de laisser travailler en soi et de saisir que, en tant qu'être de la parole, porteur de la parole, nous sommes justement, notre être à nous, c'est un être de sujet, parce que notre être, il est justement inaccessible, et à jamais inaccessible, puisque c'est le corps de la mer. C'est l'être en tant qu'il est un étang, dirait Heidegger. C'est-à-dire, il est là, mais il est inaccessible dans son être, puisque nous en sommes coupés, mais c'est de là que nous tirons notre capacité d'en dire quelque chose, et puis de déployer les possibilités en nous de la parole qui nous permettent de nous situer comme ce que nous sommes, c'est-à-dire des porteurs de la parole. Pour l'instant, je ne baise pas, je vous parle. Eh bien, je peux avoir exactement la même satisfaction que si je baisais. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qui pose d'ailleurs la question de savoir si effectivement je baise. C'est entre ces deux termes que se pose, si on peut dire, l'extrême antinomie qui consiste tout d'abord en ceci, de nous rappeler que l'usage de la fonction de la pulsion n'a pour nous d'autre portée que de mettre en question ce qu'il en est de la satisfaction. Là, je vais faire une petite aparté tout de suite, bien que ça demande un petit développement, mais on va essayer d'y revenir plus tard. Donc, Lacan illustre ça par ce qu'il appelle l'amour courtois. L'amour courtois, donc, c'est l'illustration, selon lui, de cette notion de sublimation, dans la mesure où elle arrive à un moment historique donné, et où il y a une forme de bascule qui s'installe entre die Alten, c'est-à-dire les anciens, comme dit Freud, qui, eux, privilégiaient la tendance sur l'objet. Parce que dès qu'il y a cette pulsion, il y a la notion de pulsion elle-même qui est une sorte de pulsation, mais qui se transforme par une sorte de séquençage dans une tendance vers un objet. Cet objet, on l'a vu, n'étant pas un objet donné a priori, ce qui donne tous les problèmes de la sexuation et qui fait que nous devons passer par le dip et nous construire d'une certaine manière pour choisir notre objet sexuel dans l'autre sexe, puisque au départ ce n'est pas donné à l'origine, on doit passer plusieurs épreuves, et c'est des épreuves qui sont structurantes, c'est des épreuves qui vont dans le sens de la continuité de l'histoire humaine, aussi bien de l'histoire de l'humanité que de l'histoire du sujet lui-même, qui symbolise à lui seul toute l'humanité. Donc, il y a ce travail de la pulsion qui trouve sa sublimation dans le fait que la sublimation apparaît déjà à Freud comme une survalorisation de l'objet par rapport à la tendance. Et là, ce qui est troublant dans l'amour courtois, c'est que ils semblent tous aimer la même dame. Donc on voit que c'est pas l'objet qui fait la différence, mais que cet objet permet la bascule entre l'objet auquel on souscrit de manière immodérée du point de vue de son désir, etc. Et le fait de pouvoir vivre avec cette tendance. C'est comme s'il y avait une sorte de bascule là. Et là, il y a donc évidemment la poésie qui va avec, et la poésie qui s'origine bien sûr sur l'écart entre le grand autre et le petit autre, qui est un moment clé de l'analyse. Et là, en l'occurrence, vous vous en souvenez, c'est le fameux livre de Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident, ce mouvement poétique qui va irriguer le monde entier à ce moment-là. Un moment spécifiquement daté dans l'histoire, puisque ça circule partout, de l'Occitanie au bord ouest de l'Europe jusqu'au Moyen-Orient et jusqu'en Orient. Il y a donc cette poésie courtoise là, qui est un certain mode de rapport du sujet à la parole,
Et évidemment, les poèmes eux-mêmes sont un mode de sublimation de la parole, puisque ce qui définit la sublimation dans le cadre freudien originel, c'est que l'énergie sexuelle, en fait, sans déperdition, va pouvoir trouver un autre but que celui qui est originel, qui est de la copulation. Mais la copulation ne peut pas avoir lieu, puisqu'on l'a vu, il y a une force qui empêche ça, parce que c'est létal, c'est-à-dire que la loi de l'inceste, la seule loi qui vaut en psychanalyse, c'est celle-là, fait que c'est impossible de revenir dans le ventre de la mère. Et bien sûr, ça, c'est à interpréter. Dans le ventre de la mère, ça veut dire impossible de revenir dans le discours de la mère. C'est-à-dire que chaque sujet doit développer son approche particulière et singulière de comment il s'inscrit dans la parole, et c'est là que la psychanalyse prend tout son essor, c'est-à-dire de démontrer, notamment avec Lacan, qu'il n'y a que 4 discours, plus un, bien sûr, vous le savez, qui ne fait pas lien social, mais 4 manières de faire lien social, et que le travail du sujet va être de se déplacer de telle manière que la parole puisse trouver son écho dans le corps du sujet, qui lui-même trouve sa place en tant que il est non plus référent d'une société, mais du rapport qu'il a, le rapport de son sujet à la parole. J'ai affaire à l'autre, et que cet autre qui, s'il n'y en a qu'un tout seul, doit bien avoir quelque rapport avec ce qui alors apparaît de l'autre sexe. Cet autre, je suis bien forcé d'en tenir compte. Et chacun sait qu'après tout, je ne me suis pas refusé dans cette même année que j'évoquais la dernière fois de l'éthique de la psychanalyse, de me référer à l'amour courtois. L'amour courtois, qu'est-ce que c'est? C'est cette espèce, cette façon tout à fait raffinée de suppléer à l'absence de rapport sexuel en feignant que c'est nous qui y mettions obstacle. Ça, c'est vraiment la chose la plus formidable qu'on ait jamais tentée. Mais comment en dénoncer la fin? Le chevalier souffre tout pour sa dame, se contente des faveurs les plus exténuées, les moins substantielles, qui préfère même n'avoir que celle-là, et qui, enfin, plus l'objet de son amour, peut aller plus à l'opposé de ce qu'on pourrait appeler sa récompense, plus il surestime, élève cet objet d'éminente dignité. Bien sûr, pas sur ceci, enfin, pour ce qui est des matérialistes. Ça serait une magnifique façon, enfin, au lieu d'être là à flotter sur le paradoxe, que ce soit paru à l'époque féodale, de voir le contraire, comment ça s'enracine, comment c'est du discours de la réalité, de la fidélité à la personne, et pour tout dire au dernier terme de ce qu'est toujours la personne, à savoir le discours du maître, ce serait la plus splendide façon de voir combien était nécessaire à l'homme dont la dame était entièrement, au sens le plus servile, asservie, la sujette, comment ça
concernant ce dont il s'agit, et qui est fond, savoir la puissance du rapport sexuel. Donc l'amour courtois est la manière dont l'énergie pulsionnelle originelle va être valorisée socialement. Et ça, c'est un des critères de la sublimation. Parce qu'il y en a plusieurs des critères de la sublimation. D'abord, c'est le fait on peut le dire comme ça, le petit bébé qui ne peut pas rejoindre le corps de sa mère. Il passe de l'impuissance, là, il est impuissant à faire. Donc l'impuissance, c'est de l'ordre du faire, et c'est de l'ordre de l'être, à l'impossibilité à dire. Ça, c'est tout le travail de la psychanalyse, passer de l'impuissance à l'impossible à dire, donc du côté du sujet. Donc on se retrouve du côté du sujet. Vous vous souvenez que le sujet, lui, il est soumis au principe de plaisir, principe de réalité, donc qui s'articulent entre eux comme des degrés, qui peuvent fonctionner comme un mode d'opposition à certains moments, mais qui en fait sont un seul décalage au plan chronologique. Le principe de réalité permet de différer la satisfaction du principe de plaisir de telle manière que il fasse avec ce qui infiltre le système et qui est le réel lui-même. Nous l'avons vu, la chose, elle se manifeste du réel. En tout cas, elle est une sorte de conglomérat entre le grand A, c'est-à-dire l'ordre symbolique, et quelque chose d'indéfinissable que nous pouvons situer d'ores et déjà comme dans le corps de la mère, ce qui ne peut pas être connu et qui restera à jamais inconnu et qui peut même être absolument repoussant parce que le corps de la mère étant vécu comme un contenant, si je ne suis plus dans ce contenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ce qui apparaît comme étant intérieur au corps de la mère est forcément une intrusion. Et donc une intrusion, comme cette intrusion du réel, c'est vraiment ce qui en nous va développer une haine, parce qu'on ne veut pas de ça. C'est quelque chose d'étranger, c'est quelque chose qui nous révulse, qui nous répulse, et dont on ne veut pas. Et donc la chose elle-même, permettant de déterminer les coordonnées du sujet, c'est-à-dire le rapport qu'il entretient avec cette chose, justement, c'est-à-dire ce conglomérat d'attirance et de répulsion et de beauté ultime et en même temps d'horreur sacrée, eh bien, c'est ce qui va progressivement déterminer les coordonnées du sujet dans son rapport à la parole. Parce que, évidemment, il n'y a que par la parole qu'il va arriver petit à petit à faire la différence entre la chose elle-même et les choses qu'il a devant lui. Et donc, une des définitions de Lacan, ça va être élever l'objet à la dignité de la chose. Ça, c'est le principe de l'amour courtois. C'est-à-dire que la femme, c'est l'objet de désir. C'est-à-dire que c'est pas en tant que femme qu'elle est élevée comme ça, mais c'est en tant d'objet de désir, c'est-à-dire c'est l'objet de désir lui-même, puisque la mère aussi est une femme. Et c'est une femme qui n'est pas une femme, puisqu'elle est mère. Donc, de ce fait, la femme reste inconnue. C'est pour ça que Lacan dit la femme n'existe pas. Pour un enfant, la femme, c'est pas de femme, c'est sa mère. Et donc, la femme en la mère, où est-elle ? Ça reste quelque chose pour lui d'inconnaissable et peut-être d'un peu inquiétant. Donc, un des aspects de la chose peut se dire comme ça, comme cette dualité qu'il y a entre une attirance extrême et puis une répulsion qui ressemble à de la frayeur parce qu'il y a derrière une terreur et une horreur qui peut apparaître comme sacrée et qui conditionne quelque chose de l'ordre de notre conscience morale. C'est-à-dire nous avons des interdictions. Nous avons des interdictions morales. Et donc c'est là où nous pouvons prendre un autre petit chemin contigu pour essayer d'aborder la sublimation comme ça. Et là, ça tombe bien. Régulièrement, je relis de la littérature que j'ai déjà lue,
mais que je relis avec beaucoup de plaisir parce que je redécouvre dans la forme même, justement, littéraire, ce souci qu'ont les vrais auteurs, les grands auteurs, de déterminer ce qu'il en est de notre rapport du sujet à la parole, et donc comment ils font avec Das Ding. Et là, c'est dans un roman de Kundera, Milan Kundera, qui s'appelle La vie est ailleurs, en hommage à Arthur Rimbaud. Il campe donc Jaromil, le poète, qui est aussi brillant qu'immature et dont la mère est omniprésente. Et à un moment, Jaromil a une pulsion, il doit avoir dans les, 15 ans ou 16 ans, 17 ans, je ne me souviens plus très bien. Il a une pulsion pour la bonne. Un jour où la mère est absente, il sait que ce jour-là, la bonne va prendre son bain dans la salle de bain. Et évidemment, il prépare son coup pour pouvoir l'observer dans la salle de bain. En tout cas, au moins l'observer. Parce que c'est pas trop ce qu'il peut pouvoir faire, etc. Mais au moins l'observer. Évidemment, ça se passe pas tout à fait comme il avait prévu que ça se passe. Mais en tout cas, toujours est-il que il va en tirer un poème. Et donc, on peut là définir plusieurs stades. C'est-à-dire que le premier moment, c'est-à-dire l'impuissance. Il ne peut pas y aller, il ne peut pas copuler avec la bonne. Ça ne se fait pas, comme on dit maintenant, mais en plus, il n'y arriverait pas. C'est son inhibition, l'interdiction morale fait que ça ne peut pas se faire comme ça. Mais en tout cas, s'il va l'observer, la manière dont il va rapporter cette observation ne peut pas se faire non plus dans les mots crus dans lesquels il établirait un compte-rendu de ce qu'il a vu et une sorte de scénario fantasmatique, masturbatoire. Donc, il va élever c'est la deuxième étape. Donc, première étape, il ne peut pas faire, donc il dit. Donc, ce qui n'est pas bon à faire est bon à dire, et souvent, l'inverse est vrai. Ce qui est bon à dire n'est pas bon à faire. Donc ça, c'est manière d'articuler le réel et le fantasme. Nous y reviendrons, parce que ça, c'est vraiment le thème majeur de ce rapport au fantasme qui ne fonctionne que d'un seul côté. Ça fonctionne pas, par exemple, quand vous avez le fantasme de faire quelque chose, vous essayez de le faire dans le réel, c'est un cauchemar. Par contre, à partir du réel, vous pouvez élever quelque chose. Et c'est là où il y a ce mouvement de sublimation. Parce que la sublimation, c'est comme la sublimation d'un liquide en gaz. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui monte. Donc il y a quelque chose du réel et qu'on fait monter au niveau symbolique. Donc là, Jaromil arrive à en faire un poème qui est évidemment métaphorique. Et on peut dire que la métaphore elle-même est une sublimation. Il s'assit donc à son pupitre et il ouvrit le petit livre. Et il fit un effort intense pour concentrer son attention sur les poèmes qu'il préférait. Et de nouveau, tout était là. Au loin, la mer que ton œil peigne. Et de nouveau, il vit Magda devant lui. Oui, tout était là, y compris la boule de neige dans la tranquillité de son corps, et le clapotis de l'eau pénétrant dans le poème, comme la rumeur de la rivière pénétrait dans la chambre par la fenêtre fermée. Jaromil se sentit envahi par un langoureux désir et referma le livre. Il prit une feuille de papier et un crayon et commença lui-même à écrire à la façon d'Éluard, Bibel ou Desnos. Il écrivait des lignes brèves, les unes au-dessous des autres, sans rythme et sans rime. C'était une variation sur ce qu'il lisait, mais dans cette variation, il y avait ce qu'il venait de vivre. Il y avait la tristesse qui commence à fondre et se change en eau. Il y avait l'eau verte dont la surface monte et monte encore et s'élève jusqu'à mes yeux. Il y avait le corps triste, le corps dans l'eau que je suis et que je poursuis à travers l'eau interminable. Il lut plusieurs fois ces vers à haute voix, d'une voix mélodieuse et pathétique, et il fut enthousiasmé. Au fond de ce poème, il y avait Magda dans la baignoire, et lui, le visage pressé contre la porte.
Il ne se trouvait donc pas en dehors des limites de son expérience, mais il était bien au-dessus d'elle. Le dégoût qu'il avait éprouvé de lui-même était resté en bas. En bas, il avait senti ses mains devenir moites de terreur et son souffle s'accélérer. Mais ici, en haut, dans le poème, il était bien au-dessus de son dénuement. L'épisode du trou de la serrure et de sa lâcheté n'était plus qu'un tremplin au-dessus duquel il prenait maintenant son essor. Il n'était plus assujetti à ce qu'il venait de vivre, mais ce qu'il venait de vivre était assujetti à ce qu'il avait écrit. Le lendemain, il prit la machine à écrire de son grand-père. Il recopia le poème sur un papier spécial et le poème lui parut encore plus beau qu'il ne l'était quand il le récitait à haute voix. Car le poème cessait d'être une simple succession de mots pour devenir une chose. « Ah, mon aquatique amour », disait un autre vers. Et Jaromil savait que cet aquatique amour, c'était Magda. Mais il savait aussi que personne n'aurait pu la reconnaître derrière ces mots, qu'elle y était perdue, invisible, ensevelie. Le poème qu'il avait écrit était absolument autonome, indépendant et incompréhensible, aussi indépendant et incompréhensible que la réalité elle-même, qui n'est de connivence avec personne et qui se contente simplement d'être. Donc, la sublimation, là, elle passe par ce poème qui va plaire à la mère de Jaromil. Donc, si elle plaît à la mère de Jaromil, elle va plaire aussi au peintre que voit la mère de Jaromil, qui est un peu au centre d'un certain nombre d'acteurs de la vie culturelle, d'autres peintres, des poètes, etc. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé de l'ordre d'une pulsion sexuelle qui a gravi plusieurs échelons pour arriver à devenir une œuvre d'art. Donc, quelque chose qui est socialement valorisé et qui confère à celui qui en est l'auteur donc une place dans la société. Donc là, nous avons un des modes de la sublimation qui est donc cette possibilité de transmutation d'une pulsion sexuelle qui, pour autant, bien sûr, ne se perd pas. Il ne faut pas croire que même si le dédommagement du point de vue pulsionnel, il est complet, comme dit Freud, c'est-à-dire à la différence d'un symptôme, où un symptôme revient tout le temps, parce que le refoulé agit en permanence, et le symptôme essaye de dire quelque chose, essaye de s'instaurer comme un partenaire dans la communication d'une parole qui reste coincée. Et donc le symptôme, il est ruineux, parce qu'il continue comme une jouissance ruineuse à insister, tandis que la sublimation, elle, offre à la pulsion un dédommagement complet, ce qui ne veut pas dire que la sexualité a disparu. Non, puisque la sexualité va toujours se nourrir du fantasme, et le fantasme lui-même, il est le premier moment de cette sublimation. Donc la sexualité ne se perd pas, c'est-à-dire la possibilité de la pulsion de rechanger de tendance, parce que ce qui caractérise donc les pulsions, on l'a vu, les 4 premières pulsions, donc je suis resté tout à l'heure sur Göschlechtrieb, je reprends Göschlechtrieb, donc la pulsion d'espèce, mais tout de suite s'articulent les 2 pulsions avec la pulsion de destruction, qui donc va ouvrir la possibilité paranoïaque, et puis la pulsion qui correspond au da du forda, donc force et je jette l'objet, donc je le casse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un vide, il n'y a rien. Da, je le ramène vers moi, il y a une sorte de calme là, et donc c'est une pulsion d'investigation. Qu'est-ce que c'est? J'étudie, etc. Tout ça pour mettre en place cette 4e pulsion qui fait corps, je peux dire, avec les 3 autres, qui est la vis trib, c'est-à-dire la pulsion de savoir. Donc nous sommes poussés à savoir quoi? Eh bien, d'où viennent les enfants? Évidemment, on ne va pas le trouver d'où viennent les enfants, mais en cherchant, et de sublimation en sublimation, nous allons déployer les possibilités symboliques qui nous sont offertes de telle manière que notre sujet puisse épuiser
de la manière la plus civilisée qui soit, la puissance pulsionnelle qui nous habite. Là, on rejoint un autre pan de la sublimation qui est très subtil et complexe, c'est que le nom du père lui-même, pour Freud, c'est une sublimation. Et Lacan, bien sûr, insiste là-dessus, c'est-à-dire sans passer par cette sublimation qu'est le nom du père, c'est impossible de trouver une orientation dans sa pensée et dans le langage. Alors, un autre petit exemple de sublimation, c'est celui des Renoir. Donc, il y a Auguste Renoir, qui est le peintre célèbre, s'il en est, qui un jour a une jeune modèle de 15 ans. Et évidemment, son fils, Jean, tombe amoureux de cette fille. Donc, là aussi, vous avez donc un des procédés de sublimation qui passe par l'art, c'est le procédé kleinien, dont, la manière de Mélanie Klein d'interpréter la sublimation comme donc une réparation vis-à-vis du corps de la mère. Lacan dit que c'est insuffisant et que ça ne fonctionne pas. Mais partiellement, oui, on peut l'entendre quand même partiellement comme ça. Là, dans ce cas de figure en tout cas, donc Auguste Renoir qui peint cette jeune fille, son fils Jean tombe éperdument amoureux. Évidemment, quand le père peint, il sublime une pulsion vis-à-vis de la jeune fille et il apporte à un autre plan, ce qui lui donne un dédommagement complet, même si ça ne lui fait pas perdre la puissance sexuelle, mais cette puissance sexuelle n'a plus besoin de s'éprouver là, ici et maintenant. Et le fils, lui, en hérite d'une certaine manière. Donc, il va tomber amoureux, il va avoir une aventure avec cette fille, et il va devenir cinéaste, accrochez-vous bien, que parce que cette fille veut devenir actrice. Et donc, il va faire un film, Nana, son premier film pour elle, parce que, justement, il sublime lui aussi, d'une certaine manière, la puissance sexuelle, c'est-à-dire la puissance de fusion en quelque sorte, et c'est comme s'il y avait dans cette tentative de sublimation une métaphore passée sur un autre plan grâce à la manière dont est abordé dialectiquement l'écart entre la fusion de la jouissance et la séparation. Et donc cette espèce de tension dialectique, elle l'amène sur un autre plan. On se souvient aussi que c'est ce qui était aussi à l'œuvre dans le cinéma de Rossellini, quand, après avoir rencontré Ingrid Bergman, la plupart de ces films, enfin tous les films après, ont été des films pour essayer de restituer quelque chose de l'amour que lui portait Ingrid Bergman et qui n'arrivait pas à assumer. Il n'était pas à la hauteur de ça. Donc cinématographiquement, il élevait ça d'une certaine manière avec un process langagier qui est l'écriture cinématographique, qui est un mode d'expression de la parole. Parce que la parole, bien sûr, n'est pas à confondre avec le bruit qu'elle fait. La parole, le degré le plus élevé de la parole, c'est le silence. Donc, il ne faut pas confondre la parole avec le fait d'émettre des sons. La parole, c'est ce à quoi nous sommes soumis en tant que quelque chose naît d'un certain vide, et que ce vide-là, c'est le vide de la chose, et la sublimation consiste à savoir y faire de la manière la plus humaine avec ce vide-là. Donc, ces pulsions-là, Lacan, qui a quand même beaucoup d'humour et une connaissance très fine du texte de Freud, va trouver que dans trois types, donc, qu'on va définir très précisément comme étant l'hystérique, l'obsessionnel et le paranoïaque, à ces trois types vont correspondre trois manières de sublimer que l'on retrouve dans l'art, la religion, la science. Alors, comment peut-on déployer un peu ça pour essayer d'y voir un peu plus clair dans ces modes de sublimation? Alors,
je vais laisser l'hystérique pour la fin. Parce que, bien sûr, l'hystérique, ça a quelque chose à voir avec l'analyse. Et donc, la position artistique et la position psychanalytique partagent le même séquençage entre l'imaginaire, le réel et le symbolique. Plutôt l'imaginaire, le symbolique et le réel. Dans cet ordre-là. Donc, l'obsessionnel, ça va être la religion. Alors, je vous ai dit que cette sublimation était une certaine manière de faire avec le vide qu'il y a à l'intérieur même de la chose. Puisque la chose elle-même ne pouvant pas être connue ni représentée, il va y avoir une volonté, à travers ce questionnement où on est ramené à nos propres contingences corporelles, à nos propres trous, à essayer de trouver, justement, trouver ce que ça veut dire, tout ça. Et donc, pour l'obsessionnel, donc, ce vide-là, lui, il ne peut pas le supporter. Donc, il va le combler. Et ça, c'est la sublimation religieuse. C'est-à-dire, la religion, c'est donner du sens à tout. Comme s'il était possible que tout ait un sens. C'est juste que, comme nous, on n'y arrive pas, eh bien, on va être dans la superstition, c'est au sens étymologique du terme, placer quelque chose au-dessus de nous, ce que ça veut dire super, c'est en haut, stit, c'est la station, hein, superstition, superstation, au-dessus de nous, qui, lui, sait, si nous, on ne sait pas, hein, lui sait que tout a du sens. Et donc, on va donner du sens au moindre événement. Et donc, la religion, c'est RSI. C'est-à-dire réaliser, rendre réel, hein, comme le corps du Christ à travers l'hostie, etc. Ce qui se symbolise de l'imaginaire. Donc, c'est une certaine manière donc de donner du sens à tout sur Terre et que quelqu'un, quelque part, donc le Dieu, serait garant de ce sens-là qui est au-dessus de nous. Ça correspond à l'obsessionnel qui, lui, vous vous souvenez, il ne peut pas supporter que le désir de l'autre. Hein, donc il va tout combler. Donc le vide, c'est quelque chose d'assez phobique pour lui. Et ça, c'est la dimension religieuse. La paranoïa, on l'a vu tout à l'heure, donc vous vous souvenez un peu, c'est par rapport à la deuxième des théories sexuelles infantiles, où l'enfant s'imagine que, effectivement, il peut se construire un corps séparé, mais psychiquement, il est lié encore à sa mère. Et donc, il va être dans une sorte de jalousie, concurrence de la pensée. Donc, il y a une sorte de guerre, de conflit, et c'est comme s'il y avait un seul appareil psychique pour plusieurs corps. Et donc, il y a cette espèce de volonté de symboliser ce qu'il imagine du réel. Donc, S-I-R. Symboliser, ce qui correspond à la science. Hein. La science symbolise, E égale MC2, ce que le scientifique imagine du réel. Donc, on a première séquence RSI, deuxième SIR, et la troisième, qui correspond donc au psychanalyste, mais aussi à l'artiste. Donc, au lieu d'évacuer le vide, ou bien, comme la science, de le déplacer tout le temps à coup d'epsilon. Bon, là, c'est pas tout à fait ça, mais un jour, ça le sera, etc. Toutes les hypothèses scientifiques qui s'invalident toujours les uns les autres, on déplace le vide sans arrêt, de manière paranoïaque. Il y a la manière psychanalytique qui est d'imaginer ce qui du réel se symbolise. Donc, imaginer, attention de ne pas confondre la imaginer, qui est de l'imagination, avec l'imaginaire, qui est s'imaginer. Mais dans la cure analytique, l'analysant ne peut pas s'imaginer puisqu'il y a un analyste. Donc même s'il s'imagine, l'analyste, lui, va faire coupure, va faire césure,
va l'empêcher de rester dans la boucle autistique imaginaire dont il ne sortirait pas. La philotie, disaient les anciens. Donc, l'analyste va imaginer ce qui se symbolise du réel pour le faire entendre à l'analysant. Et donc, c'est là où la sublimation, qui se passe à ce moment-là, fait que les mots changent de sens. Puisque tout le travail analytique va être de rendre compte de l'inconsistance de l'autre, du grand autre, en tant qu'ordre symbolique. Lacan disait « Je peux donner à n'importe quel mot n'importe quel sens ». Donc il y a un moment où l'analysant ne va plus pouvoir s'appuyer sur le grand autre, justement dans l'imaginaire qu'il a de ce grand autre, donc qui correspond à une imaginarisation du réel, ou une imaginarisation du symbolique en l'occurrence, mais le symbolique en tant qu'il contient son réel, puisque c'est sa parole elle-même, donc à partir de laquelle il va prendre ses coordonnées. C'est plus dans le rapport, donc adéquatio intellectus et rei, c'est pas de la vérité de l'analysant, on va pas se situer dans les rapports des mots avec les choses, hein, selon la formulation médiévale de saint Thomas, donc adequatio intellectus et rei, mais dans le rapport des mots avec eux-mêmes, hein, exactement comme, je vous l'ai déjà dit, la manière dont les Juifs ont appris à lire, c'est-à-dire non plus un texte qui décrit quelque chose de l'ordre de la réalité ou des choses extérieures, c'est-à-dire des choses avec un petit c, mais le texte s'est comparé avec lui-même. Donc chacun se fait une chambre d'écho du texte qui résonne en lui-même de telle manière que le symbolique retrouve son épure qui le conduit jusqu'à la logique en tant que science du réel, comme dit Lacan. Donc dégagé de tout souci purement descriptif. Et nous avons là un mode aussi de sublimation. Donc on le voit, la sublimation est un concept très complexe parce que pour arriver justement à ce dédommagement complet que la sublimation représente, il s'agit bien sûr de pouvoir non pas se représenter parce que c'est impossible, donc de se représenter la chose, c'est bien en tant qu'elle est réelle qu'il est impossible de se la représenter, mais nous ne pouvons pas ne pas tourner autour, donc concevoir justement, comme nous l'avons vu dans le dernier séminaire, que ce jeu d'opposition en quoi consiste le symbolique nous constitue, donc comme dans un des premiers ouvrages de Freud, du sens opposé des mots dans les langues primitives, c'est-à-dire concevoir que la parole ne se mesure qu'à la parole elle-même. Et donc nous devons travailler cet acheminement vers la parole qui est au fond le mode de sublimation de la pulsion elle-même. Donc on le voit que nous sommes très loin là de l'aplatissement que les psychologues ou les pseudo-psychanalystes font subir à Freud. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'au fond, Freud, il est l'héritier de cette tradition-là, de la lettre juive, en tant qu'elle émerge comme possibilité de mettre en place une logique qui soit le sens du réel. Et pour ça, il s'agit que l'analysant lui-même trouve dans l'écho de sa propre parole, sa propre voix, dans la façon qu'il aura d'imaginer ce qui se symbolise à travers lui, quand il laisse passer la parole, de son réel. Là, il y a un mode de sublimation à l'œuvre qui, pour ne pas être socialement valorisé dans le sens où, à un moment, Lacan le dit, c'est pouvoir gagner de l'argent avec des produits culturels, etc. Mais même si c'est pas ça, au fond, il y a un au-delà de cette valorisation sociale, puisque c'est être purement et simplement freudien que de dire que la société procède du refoulement et pas l'inverse. Ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre de la société n'est pas fait là pour nous faire être un avec. On ne doit pas s'identifier à ça, mais au contraire, identifier dans la société notre propre refoulement qui fait symptôme.
Et il s'agit justement de passer, disons, progressivement, du symptôme à la sublimation par la parole. C'est, disons, la manière dont est à concevoir la psychanalyse telle qu'elle s'inscrit depuis le début chez Freud, avec cette apparition de Das Ding dans l'Entwurf, l'esquisse pour une psychologie scientifique, jusqu'au dernier Lacan, au dernier texte de Lacan, où il revient avec Das Ding et toujours avec ce clivage-là. Et donc la sublimation, c'est la manière dont nous avons la possibilité de donner un débouché et un destin à nos pulsions qui sont intriquées, comme on l'a vu dans le premier schéma, et qui sont plastiques. Le plus important, c'est que dès qu'une pulsion ne peut pas se satisfaire, elle va transférer son énergie sur une autre, etc. C'est la très grande plasticité des pulsions qui correspond à la fois à la plasticité du corps humain dans le corps de la mère, donc avec l'étape gastrula, morula, etc., comme le fœtus qui prend toutes ces possibilités hyper plastiques des formes qui apparaissent jusqu'à devenir un petit homme. Et aussi, bien sûr, l'infini des métamorphoses de la parole elle-même. Qu'est-ce qu'il y a de plus plastique que la parole quand on lit la poésie et certains romans, la manière dont l'agencement des mots eux-mêmes nous permet de faire la différence justement entre les choses et la chose qui nous détermine dans notre désir. Eh bien, tout ça n'est pas sans nous rappeler quelque chose sur laquelle j'ai insisté l'an dernier, ou peut-être un peu avant, je me souviens plus, je crois que c'est un peu avant quand même, c'était il y a 2 ans, c'était le mot d'esprit. C'est-à-dire que il y a, à mon sens, tel qu'aujourd'hui je peux l'entendre, un écho qui est d'une consonance harmonique entre la sublimation et le mot d'esprit. Vous vous souvenez que le mot d'esprit, je vous laisse revoir le séminaire à cet effet, eh bien c'est une manière de s'adresser à l'autre de telle façon que, me trompant et l'autre se trompant dans ce qu'il entend, un lien se fait entre les deux, qui est un lien factice d'une certaine manière, parce que chacun entend quelque chose que l'autre n'entend pas, mais tous les deux rient, parce que nous sommes, et c'est risible, les objets, nous, du langage. Ou les sujets, c'est là où objet est sujet. Alors que ce qui est sujet, c'est justement ce qui ne peut pas être objet, mais nous, notre propre sujet, c'est d'être assujetti au langage, ne peut se retrouver que sous la forme d'être un objet au départ, c'est-à-dire d'être objet du désir de l'autre. Que vuoi? Que vuoi? Qu'est-ce que tu me veux? Que suis-je pour toi? Que suis-je dans ton désir? Et c'est là où, en tant qu'être de désir, nous sommes des êtres de parole, et notre destin, c'est celui-là, c'est de nous acheminer vers notre parole.